Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, et parfois pour être bien dans son job, il faut être bien dans sa négociation. C'est souvent un moment de tension, cette négociation, alors pour les salaires, des négociations pour monter en grade, pour acquérir un marché, parce que souvent on négocie évidemment. On en parle avec Jean-Édouard Grésy. Bonjour Jean-Édouard. Bonjour. Merci de revenir nous rendre visite, parce que vous étiez venu il y a quelques mois, au début de l'émission et de la chaîne Bismart, anthropologue, conférencier et associé au cabinet Alternego. Je précise que vous êtes aussi médiateur, parce que vous venez de la médiation. D'ailleurs, juste un mot, la médiation, parce que c'est votre métier d'origine, et vous en faites d'ailleurs chez Alternego. Il y a de la négo dans la médiation ? Oui, on peut définir la médiation comme une négociation facilitée par un tiers. On est là pour recréer les conditions du dialogue, offrir un cadre sécurisé pour permettre à une négociation qui a échoué ou qui a bloqué de reprendre d'une certaine manière. Oui. La médiation, pour qu'on se le dise simplement, on a déjà fait quelques émissions sur ce sujet, c'est souvent des zones de conflit entre deux personnes, et votre boulot, c'est de dénouer tout ça, on est bien d'accord ? Tout à fait. C'est des conflits individuels, conflits collectifs du travail, et effectivement, il y a 3 temps. Il y a comment faire venir les acteurs à la table des discussions. C'est vrai. Ce qui n'est pas le plus simple. Ensuite, il y a la confrontation autour d'une table ronde, et puis après, il y a un temps de suivi pour voir si effectivement ce qui a pu se dire fonctionne dans la durée. Vous ne dites pas résolution, vous dites suivi. Oui. Il n'y a pas de résolution dans une médiation ? Il peut y avoir des dimensions. Alors ça dépend en fait du sujet, mais dans les conflits du travail, il y a beaucoup de dimensions qui sont liées à l'informalité des échanges du quotidien, des incompréhensions, des mal-donnes, des choses, des problèmes de confiance. Et donc tout n'est pas affaire de protocole d'accord. C'est parfois juste des mots. Voilà, des mots, des reconnaissances, d'impact sur des comportements, des phrases qui ont pu blesser l'un ou l'autre. Et on va parler de la négo, mais vous me disiez que vous n'aviez jamais eu autant de cas de médiation depuis la rentrée de septembre, c'est-à-dire depuis la sortie Covid. Oui, c'est depuis septembre 2020. J'ai jamais vu. Jamais. Ça fait 20 ans que je fais de la médiation. Alors, le fait est que la médiation s'est développée progressivement parce que les entreprises n'en avaient pas vraiment connaissance. Ça a été développé aussi avec l'obligation de moyens renforcés des entreprises de faire face aux situations de souffrance au travail. Mais je pense que le Covid a augmenté la distance interpersonnelle, que tous ces moments de régulation informelle, de la pause café, de sortie de réunion... disparu. Voilà. Et du coup... paf, ça explose. C'est ça. J'ai même entendu un nouveau terme, le corona bug, c'est-à-dire le pétage de plomb suite au retour sur site. Le corona bug, c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore entendu sur le plateau. On va garder ce mot. C'est le moment où on pose toute sa rage, son amertume quand on arrive au bureau, quoi. Ben c'est ça, les gens ont parfois enchaîné des visios, des frustrations, des frustrations, et puis ils se rendent... On dit rien, voilà. Et on garde tout ça, et puis un jour on le dit. C'est ça, il y a eu beaucoup moins de feedback qu'à l'accoutumée. Alors, la médiation, c'est de la négociation, mais pas seulement, parce qu'il y a la négociation commerciale, il y a la négociation avec son DRH. C'est quoi la technique ? Parce que j'évoquais une technique, mais aussi un art. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut passer de la technique à l'art. C'est exactement ça. C'est défini par justement comme un art et une science. C'est-à-dire que vous avez à la fois une dimension peut-être culturelle, et on n'est pas tous égaux à la naissance en fonction de là où on est. Et puis il y a une dimension effectivement même scientifique, parce qu'on sait que la manière dont on appréhende les choses en termes de méthode permettent d'aboutir plus ou moins bien. Si je vous entends bien, il y a une sorte, pas de cahier des charges, mais de grille d'enchaînement d'idées ou de questionnements peut-être, qui font que si on suit ce chemin, on a toutes les chances de gagner. C'est pas aussi simple que ça. C'est un peu, pour moi, c'est plus proche du jazz. C'est-à-dire que du free jazz. Un peu. C'est-à-dire que ça. Plus on a fait ses gammes, plus on peut improviser dans un cadre, mais effectivement, plus on est capable d'élargir son répertoire de réponses. Il y a plusieurs clés, il y a plusieurs chakras, si j'ose dire le mot, qui permettent d'ouvrir son interlocuteur, et si ça bloque à un endroit, on va pouvoir passer à un autre. Donc on ne déroule pas une séquence qui est prédéterminée, mais on écoute beaucoup, c'est beaucoup un art de l'écoute avant tout. Et à partir de là, on arrive à interagir de manière plus efficace. C'est un peu le métier de journaliste, ce que vous décrivez là. Bien sûr. C'est l'écoute, c'est accompagner et aller chercher. Les techniques clés, avant de parler de l'art, parce qu'effectivement, ensuite, l'art, c'est autre chose, mais les techniques que vous transmettez à ceux qui poussent la porte d'Alternego et qui vous disent, là, on a une négo importante, on ne veut pas la manquer, j'imagine que ça démarre souvent un peu comme ça.
Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ou qu'est-ce que l'on doit faire à tout prix? D'abord, on travaille beaucoup sur la préparation parce que l'ennemi, c'est l'habitude. J'ai beau négocier avec quelqu'un que je connais bien, sans préparation, c'est difficile d'être bon. Donc, quel est son état émotionnel? Est-ce que c'est le bon moment, le bon lieu, etc. Donc, Mais ça va jusqu'à ce niveau de détail. Ah bah oui, c'est stratégique. Vous avez beaucoup de négociations à fort enjeu qui vont même se jouer avant la date de réunion, qui se joue dans les couloirs, ce qu'on appelle du corridoring, où il va falloir déjà cartographier les acteurs de la négociation, savoir avec qui on interagit, avant d'arriver à la table des négociations. Du corridoring et donc un peu de lobbying, en fait. Ça peut être aussi une forme de lobbying. Il peut s'adresser en informel. Tiens, tu vas demain à la négo. Ça peut être ça. Bien sûr. Mais ça peut être dangereux aussi. Ça peut être dangereux, c'est pour ça qu'il faut mettre l'effort, mais ça dépend. En fait, plus les enjeux sont forts, plus la préparation doit être intense. Évidemment, quand je négocie des choses à peu d'enjeux, je suis sur une foire à tout, je ne vais évidemment pas préparer ma négociation. Ça reste de la négociation, mais c'est du jeu de marchandage. Une négociation à fort enjeu, il faut pouvoir étudier le marché, voir quels sont les concurrents, quels sont les protagonistes, quels sont les intérêts en jeu, élargir le répertoire de réponses et les modalités pour se mettre d'accord, donc faire œuvre aussi de créativité pour créer de la valeur à la table des discussions, légitimer son offre, etc. On va parler de votre livre parce que vous êtes penché sur des très grandes négociations, alors qu'il n'y avait pas des enjeux commerciaux, encore que, puisqu'elles avaient des enjeux territoriaux, donc de fait économiques. Ouais. Mais ça veut dire qu'au préalable, on peut déjà presque anticiper les points chauds. Quand vous recevez un client, vous dites là-dessus, ça va coincer, là, il faut inventer quelque chose. On le sent avant même que les protagonistes soient assis autour de la table, on le sait. Bien sûr. Enfin, on les devine en tout cas, ces points chauds. Plus on prépare, plus on anticipe effectivement les points chauds, parce qu'il y a quand même souvent un historique sur les négociations sur lesquelles on travaille. Quand on travaille sur des négociations sociales... Il y a des rounds. Voilà. Oui. On a vraiment tout un historique, et donc on connaît quand même assez bien les acteurs, et effectivement, on anticipe beaucoup. Voilà. Après, sur des négociations toutes nouvelles, où il y a des appels d'offres, où les gens ont changé, parce que parfois ce sont des techniques de négociation, de changer vos interlocuteurs tout à fait. Pour qu'il n'y ait pas de lien qui se mette en place, et justement d'amitié, de fraternité, de complicité, je ne sais quoi. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les approches distributives, c'est-à-dire où on est face à des interlocuteurs qui sont dans une approche court-termiste et qui essayent par centrale d'achat de la grande distribution. Enfin, je sais pas, on parle de ceux-là qui sont les plus terribles, disons. Dans l'alimentaire, oui. Traditionnellement, oui. En France, c'est particulièrement difficile. C'est dur. Oui, bien sûr. Et ils changent. Ils les changent justement et le travail des commerciaux, des comptes clés en face, justement, c'est de créer du lien, de passer par la fenêtre quand on les a sortis par la porte, de faire tout le contraire de ce vers quoi on veut les enfermer. Tout à fait. Je ne voulais pas qu'on se quitte sans dire quelques mots de ce livre que j'ai parcouru, parce que ce sont des histoires on peut les croquer comme ça par morceaux. Alésia, Poitiers, Hastings, Azincourt, Marignan, Valmy. Vous êtes allés dans ce livre jusqu'aux accords de Matignon pour la Nouvelle-Calédonie. C'était Michel Rocard qui, on se souvient de ces images incroyables de Michel Rocard. Qu'est-ce qui relie tout cela, tous ces moments clés de la négociation qui ont changé notre histoire? Avec Éric Delay, avec qui j'écris ce livre, en fait, on a été fasciné par une phrase de Churchill qui disait plus vous regarderez loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Et effectivement, tous les personnages clés qui ont fait les négociations absolument somptueuses dans l'histoire de France passaient leur vie à regarder ce qu'avaient fait leurs prédécesseurs. C'est-à-dire Catherine de Médicis s'inspirait de Louis XI, Mazarin de Catherine de Médicis. Comme les négos sociales, on s'inspire du précédent pour dire mais qu'est-ce qu'il avait fait lui sur le même sujet? Et j'ai l'impression qu'on perd un peu cette culture historique de l'accord, et que dans les livres d'histoire, on apprend beaucoup plus les dates que vous venez de citer, Azincourt, Marignan, etc., les guerres, alors que les traités de paix, Piquigny, le traité... Oui, c'est l'angle de votre livre, sont quasiment inconnus, et effectivement ces accords ont été faits de manière confidentielle, donc c'est plus secret, c'est plus complexe, mais ça demande beaucoup plus d'intelligence de situation, de persévérance. Avant de nous quitter, Jean-Édouard Grésy, est-ce que ces éléments qui ont constitué votre livre, qui est une matière historique passionnante, peu connue d'ailleurs du grand public, parce que vous le dites, on connaît les grandes dates qu'on a apprises un peu par cœur et bêtement, mais les coulisses de ces négos, on ne les a pas apprises. Est-ce que ça vous sert, vous, ensuite, dans vos négos? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites, tiens, ça me renvoie à cette négo sur la préparation de l'édit de Nantes, je ne sais pas. Bien sûr, c'est ultra concret. Je vous donne un exemple. Dans une négociation difficile, quand le rapport de force est allé à son terme, et que le problème, c'est comment arrêter la guerre sans perdre la face,
Eh bien, je me réfère à Louis XI qui a développé cette approche qui est comment créer un communiqué de victoire à son adversaire pour qu'il renonce au combat sans perdre la face. C'est ce qu'il a fait avec Édouard IV, le roi d'Angleterre, pour mettre fin à la guerre de 100 ans qui n'en finissait plus parce que ça devenait aussi une question d'honneur à la fin. Ce que vous dites là est intéressant dans la négociation contemporaine économique et commerciale. Il faut que tout le monde sorte la tête haute, il ne faut pas qu'il y ait de perdants et de gagnants. Vous êtes d'accord avec cette idée-là? Sinon, c'est l'humiliation et ça ne marche pas. Bien sûr, si on est sur du one-shot ou voilà, et puis il y a des impacts réputationnels, et je suis convaincu que sans un minimum de coopération, on est incapable d'être réellement créatif pour créer de la valeur ensemble. Donc il faut créer une relation de confiance, et après, effectivement, être aussi compétitif pour se répartir la valeur quand on a créé de la valeur. En quelques mots, c'est passionnant ce que vous nous racontez parce que c'est finalement un spectre assez peu connu, voire même secret. J'imagine que ce sont des choses un petit peu... Alternego ne communique pas sur les stratégies de négociation de son client. Évidemment, ça dure combien de temps? Quand vous préparez votre client à une négo, c'est quoi la durée d'une préparation? Grande négo. Hein. Oui, on passe en général une demi-journée en moyenne avec nos clients à préparer les négos. Après, ça peut être plus, mais on considère en moyenne qu'il faut 2 fois plus de temps de préparation que de temps de négociation. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. 4 heures de face à face, c'est 8-10 heures de travail en amont. Dans l'absolu, oui. Après, nous, on arrive, les dossiers sont déjà souvent préparés sur le fond, donc on arrive sur la méthode, la forme, le process. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est absolument central. Quand on voit, par exemple, que François Dupuis définit le management comme comment faire en sorte que les choses soient faites, on peut dire que la clé, c'est de savoir négocier au quotidien. Merci Jean-Édouard Grézy d'être venu, non pas négocier avec nous, mais nous présenter vos activités de négociateur chez Alternego, mais aussi de médiateur, parce qu'on l'aura compris, vous avez une grosse part de vos activités en ce moment qui sont dans la médiation. Votre livre, 7 négociations qui ont fait l'histoire de France. Merci d'être venu, vous l'avez écrit avec votre collègue Delay. Le Delay, oui. Le Delay. Merci d'être venu nous rendre visite. À très très bientôt, j'en suis sûr. Merci. Tout de suite, Un jeune, une solution qui est notre partenaire. Eh bien, chaque semaine, une entreprise qui s'engage pour l'emploi des jeunes. Et nous accueillons cette entreprise tout de suite, juste après le jingle.